Bonjour et bienvenue à tous. Je suis David Deval. Je vais animer une partie de ce webinaire et j'en serai également le modérateur. Le thème, c'est WorldCheck et les instruments financiers sous sanction. Et je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre participation. Voilà. Alors avant de vous présenter et de commencer ce webinaire, j'aimerais juste qu'on aborde quelques points un peu techniques administratifs. Tout en bas de l'écran du webinaire, vous avez une barre d'outils. Je vous invite à l'utiliser pour accéder à toute une série d'applications et de fonctionnalités telles que les biographies des orateurs, les documents du webinaire, le support technique. Voilà. Vous pouvez cliquer sur une application, elle s'ouvrira sur votre écran. Elles sont redimensionnables et mobiles, vous pouvez les déplacer, alors n'hésitez pas à profiter au maximum de l'espace de votre écran et surtout à interagir pour ce webinaire. Alors, vous pouvez également nous soumettre vos questions tout au long du webinaire via la boîte de questions-réponses. Nous essaierons évidemment d'y répondre au plus tard à la fin du webinaire. Si toutefois nous n'avions pas le temps de répondre à vos questions, nous les publierons ultérieurement. Voilà, mais assurez-vous qu'il y aura une réponse à l'ensemble des questions. Alors, pour une meilleure expérience du visionnage, nous vous recommandons de fermer tous les autres programmes ouverts ou toute session de navigateur qui pourrait fonctionner en arrière-plan. Cela vous aidera à économiser de la bande passante si vous aviez des problèmes, évidemment, pour visionner ce webinaire. Alors, certains réseaux font que les diapositives, les slides vont avancer plus lentement que d'autres. Peut-être soyez patient dans un premier temps. Peut-être dans les recommandations, essayez de déconnecter si vous avez des VPN. Et si les slides sont vraiment en retard, vous avez l'impression que c'est de votre clavier, pour rafraîchir la page. Voilà. Alors, vos commentaires sont importants pour nous également. C'est pourquoi on va vous inviter à la fin de ce webinaire à remplir le questionnaire qui sera disponible à tout moment sur la plateforme. Mais sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter les participants sur ce webinaire. Donc, nous avons Linda Méziane, qui est spécialiste de la question des instruments financiers sous sanction chez Refinitiv. Voilà, elle s'occupe de commercialiser cette offre en France pour l'ensemble des institutions financières, assurances et mutuelles. Et pour ma part, David Deval, moi je m'occupe de gérer l'ensemble des spécialistes risques au sein de Refinitiv en Europe continentale. On va diviser ce webinaire en deux grandes parties. Alors je vais vous présenter rapidement l'agenda. Voilà, une petite question préalable, je vais plus vite que la musique. Donc, êtes-vous au fait des dernières évolutions de cadre réglementaire relatif aux sanctions sur les instruments? Je vous invite à répondre à cette question. Évidemment, on pourra s'appuyer sur les statistiques un peu plus tard. Merci Linda. Alors, en ce qui concerne l'agenda, voilà. Alors, donc vous avez la possibilité, non pas encore, c'est en cours d'évaluation, c'est déjà prêt. Donc, comme je vous ai dit, deux grandes parties. On va d'abord aborder le contexte et l'environnement réglementaire. On passera évidemment sur les défis et les enjeux. Et donc, je laisserai terminer, donc c'est moi qui vais présenter ces deux parties, et je laisserai terminer Linda par des exemples précis et puis un détail de ce qu'offre aujourd'hui, du moins quel type de données peuvent être mises à disposition pour les personnes souhaitant couvrir cette problématique. Alors, évidemment, comprendre l'impact des sanctions sur les investissements et les titres est un enjeu majeur. Évidemment, la portée des mesures actuelles et surtout, qu'est-ce qui est prévu, vers quelle direction va-t-on? Ça, c'est une partie importante. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les sanctions qui ciblent des opérations sur titres sont de plus en plus courantes de nos jours. Et donc, pour l'ensemble des intervenants des secteurs financiers, il y a une nécessité d'identifier les titres qui seraient visés par des régimes de sanctions internationales. C'est un sujet brûlant. On l'a vu avec l'émission des sanctions contre la Chine récemment. Donc, en fait,
fait, les sanctions chinoises, elles visent des émetteurs et des instruments très actifs, liquides et très importants. Et donc, avec un risque élevé de présence de titres financiers, que ce soit du cash ou des dérivés, dans l'ensemble des services financiers, on va dire. Et évidemment, la politique à l'égard de ces émissions est très simple. N'achetez pas, ne vendez pas et ne détenez pas. En particulier, on va décrire les interactions avec l'OFAC, qui souvent est quand même le régulateur sur lequel on demande une attention plus importante. Alors, certaines caractéristiques spécifiques des sanctions posent de véritables problèmes pour le secteur. Évidemment, les règles relatives aux dates d'application, par exemple, pour sanctionner effectivement un titre dont certains instruments émis avant la date d'entrée en vigueur des sanctions et peuvent être détenus et, on va dire, échangés, servis, alors que les titres émis après les dates d'application sont sanctionnés. Donc ça pose quand même un problème de savoir est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Est-ce que dans une politique de dérisking, du moment où l'entité est sanctionnée, je me débarrasse de l'ensemble des titres. Ça, c'est des questions que vous devrez avoir en interne de votre côté. Alors, c'est pas le seul problème. On note aussi un autre problème majeur qui est, par exemple, des sociétés qui ne sont actuellement pas sanctionnées peuvent le devenir dans le cadre d'opérations sur titre, telles que des augmentations de capital ou des émissions obligataires. Évidemment, la signification, c'est que c'est une question compliquée à gérer pour les établissements financiers. Ça veut dire un monitoring très fin de l'ensemble des titres que vous disposez ou que vous mettez à disposition de vos clients. Alors, c'est pourquoi les personnes, les entités opérant sur les marchés des investissements et des valeurs mobilières sont confrontées à des risques de sanctions spécifiques et complexes et doivent être pris en compte pour essayer de garantir un programme de conformité robuste, en particulier lorsqu'on parle de sanctions. Le problème, c'est qu'avec un nombre croissant de mesures de sanctions qui a un impact sur les actifs, dans beaucoup de régimes de sanctions, aujourd'hui, il est plus important que jamais de bien comprendre à la fois la portée de ces mesures et votre exposition. Le constat est simple, les régimes de sanctions sont de plus en plus complexes et moins prévisibles. Cependant, ça ne vous enlève pas vos obligations de vous conformer aux restrictions d'investissement mises en avant par les autorités de régulation, sous peine de se voir infliger soit une amende, soit de perdre sa licence ou de subir des atteintes à sa réputation. C'est pourquoi un suivi efficace des titres sanctionnés est essentiel pour éviter ce type de problème. Mais c'est vrai que dans un environnement de sanctions globales ou sélectives, c'est vrai que se tenir à l'écart des sociétés sanctionnées et des titres émis est un défi majeur. Et on va voir pourquoi un peu plus loin. Alors, en plus de répondre aujourd'hui efficacement aux sanctions de haut niveau, et là on pense tout de suite au filtrage personnes physiques et personnes morales, les institutions financières doivent identifier et gérer les instruments financiers liés aux entités sanctionnées, ceux émis par leurs filiales et ceux qui sont détenus majoritairement par des personnes sanctionnées dans le cadre, par exemple, des sanctions sectorielles. On verra beaucoup plus en détail. Il incombe aux institutions financières de découvrir tout lien entre les entités sanctionnées et les titres qui sont potentiellement liés, ce qui représente quand même un défi très important en matière de données pour les institutions financières. Alors, peut-être un petit peu de cadre aujourd'hui et de contexte. On note quand même que le recours aux sanctions pour atteindre du moins, est plus orienté dorénavant pour atteindre des objectifs politiques. Ça se développe rapidement, en particulier ces dernières années. Et ce n'est pas la seule façon dont le paysage change. Les sanctions sont également de plus en plus utilisées par certaines nations pour promouvoir les idéaux démocratiques, les droits de l'homme, les résolutions de conflits dans certaines juridictions. On va penser tout de suite aux États-Unis qui, en particulier, utilisent leur régime de sanctions pour lutter, par exemple, la cybercriminalité liée aux crypto-monnaies.
il est de plus en plus fréquent de voir dans les listes de l'OFAC qu'elle répertorie les adresses Bitcoin et les adresses électroniques dans ces listes SDN, Special Designated Nation, ce qui complexifie les régimes et présente des risques pour les victimes, par exemple, de ransomware, qui pourraient, par inadvertance, enfreindre les sanctions américaines en effectuant de simples paiements pour débloquer les données qu'on leur a dérobées ou bloquées. Alors, les dernières ordonnances européennes, celles émises par les États-Unis à l'encontre de la Chine, les modifications apportées aux ordonnances précédentes à l'encontre d'autres pays qui imposent des sanctions indirectes sur les instruments financiers émis par des entités sanctionnées, rendent aujourd'hui plus impératif que jamais d'essayer de minimiser ce risque. Une fois de plus, lorsqu'on parle de sanctions, on est dans une dimension qui tout de suite est beaucoup plus d'ordre un peu légal. C'est pourquoi vraiment, je veux dire, il faut être aujourd'hui, les régulateurs sont bien conscients que la maturité a été atteinte aujourd'hui sur le filtrage, sur les mises en œuvre de dispositifs de filtrage de noms des personnes morales ou physiques. Il faut bien comprendre que la prochaine étape pour les régulateurs va être d'élargir le cadre des données et s'assurer qu'on ait une conformité vis-à-vis des sanctions sur l'ensemble des données de vos clients ou des institutions financières. Alors évidemment, lors de la mise en place d'un programme de conformité, les institutions financières doivent décider à quel régulateur elles veulent se conformer. Par exemple, dans le cas d'une banque européenne qui n'a pas d'opération aux États-Unis, mais qui sert des citoyens américains, par exemple, à partir de la Suisse, doivent absolument, d'une part, se conformer à la réglementation suisse. Pourquoi pas aux sanctions, à la réglementation des sanctions de l'Union européenne. Mais si elle n'a pas, même si elle n'a pas de pied sur le sol américain, elle doit quand même se conformer aux exigences de l'OFAC. Et c'est le principe d'extraterritorialité qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. Évidemment, les points de relation complexes de ces sanctions se compliquent de manière exponentielle récemment, et en particulier en raison des effets de la crise sanitaire. Des complexités supplémentaires créées par le protectionnisme national et évidemment l'augmentation des activités de sanctions impliquant plusieurs pays. On pense aux États-Unis, l'Union européenne également, la Chine, l'Allemagne, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela. Voilà, on va avoir certainement d'autres jeux de sanctions sur les pays, par exemple, des anciens blocs de l'Union soviétique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Une fois de plus, la tentation est grande pour les États de se servir de ce type d'instrument à des fins un peu plus politiques. Alors, on en est, excusez-moi. Voilà, donc ça, on a passé le contexte environnement, donc le contexte et la partie environnement réglementaire. Alors, on a mis quelques questions. Évidemment qui se pose la majorité des institutions qui sont impactées par ce thème, comme par exemple la complexité du filtrage et du suivi de ces sanctions sur les instruments financiers. Comment est-ce qu'on gère plusieurs régimes de sanctions qui peuvent diverger. Évidemment, les réglementations et leur évolution, c'est quoi les tendances aussi. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on reste conforme avec le minimum d'impact dans ces activités au quotidien. On va passer à la partie les données les données de référence, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que la complexité et l'utilisation généralisée des régimes de sanctions modernes ont fait naître des attentes pour que les institutions financières adoptent et mettent en œuvre des approches sophistiquées fondées sur le risque de la conformité à ces sanctions et qui doit reposer évidemment sur une utilisation beaucoup plus importante des données pour identifier l'ensemble des risques cachés.
C'est ce qu'a souligné le groupe Wolfsberg dans ses orientations en janvier 2019 sur le filtrage des sanctions. Le but visait à aider les institutions financières à évaluer l'efficacité du dispositif de contrôle de filtrage des sanctions. Je vous ai mis deux références, mais je vous invite à aller voir ce document qui est très intéressant. Évidemment, il y a une partie sur les reference data et ensuite, évidemment, sur les listes aussi, sur la gestion des listes. Pour ce qui est des données de référence, alors traditionnellement, les cadres de contrôle de sanctions se sont toujours concentrés jusqu'à aujourd'hui sur le filtrage des noms qui vise à identifier les références aux personnes ou entités désignées pendant l'onboarding, l'acquisition ou le cycle de vie de la relation avec vos clients. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le simple filtrage des noms peut ne plus être suffisant pour détecter des risques de sanctions. Donc, dans ces dernières orientations, le groupe Wolfsberg a souligné très clairement ce changement d'orientation et confirmé une approche de la conformité aux sanctions plus axée sur les données, en examinant le processus de détermination des attributs pertinents pour les sanctions dans les données de référence. Bien qu'ils soient encore fait référence à la vérification du nom ou du client, le concept de vérification des données de référence englobe tout un ensemble de données au sein des opérations de l'IF, de l'institution financière, distinctes de ces enregistrements transactionnels purs, hein, puisqu'aujourd'hui le transaction monitoring ou le transaction payment, voilà, ça aussi on a atteint une maturité dans les établissements, hein, au même titre que le filtrage du nom. En revanche, les autres peuvent représenter des indicateurs de risque de sanction pertinents et être propices à la détection par une vérification sur une base périodique. C'est ce qu'indique le guide, en prenant d'autres attributs. On le voit sur la partie, voilà, les types de références data. Alors évidemment, on a les données type CDD, Customer Due Diligence, mais pas que, les données des employés, les données des tiers, les ISIN et toute autre information pertinente qui pourrait être attachée soit à des clients, soit à l'institution financière. Alors, on voit bien que... Alors, il mentionne même à un moment les données de géolocalisation. On a vu un tas de sanctions de la part d'OFAC sur les adresses IP. Et alors, on l'a vu sur BitPay, ils avaient noté un certain nombre, le programme de sanctions de BitPay n'était pas assez robuste et laissait passer des IP d'adresses qui étaient dans des pays qui étaient sanctionnés. La Syrie, l'Iran, voilà, et donc ils se sont fait sanctionner à ce titre-là et ont dû mettre en place des protocoles liés aux adresses IP par rapport aux pays sanctionnés. Le type courant de données de référence pertinentes pour l'examen des sanctions doivent comprendre non seulement des informations sur les clients eux-mêmes, mais sur les bénéficiaires effectifs, sur les parties qui peuvent être liées ou connectées, interconnectées, les employés, les prestataires de services de tiers. Vous noterez que les orientations incluent également les ISIN, comme je vous l'ai dit, et ça, c'est un indicateur dorénavant qui va être suivi de plus en plus par les régulateurs. Alors, cela peut sembler évident puisque les sanctions interdisent généralement de négocier tout actif lié à une cible de sanctions, mais cette question a pris beaucoup d'importance en raison des récentes désignations d'entités dont les titres sont émis dans plusieurs juridictions et qui, de surcroît, ont des valorisations capitalistiques très importantes. Alors, le défi des données pour les clients, on va faire une digression là-dessus. Il faut bien comprendre, il est essentiel de comprendre le défi que représente la gestion de ces données complexes dans la planification et la mise en œuvre d'un dispositif de conformité robuste pour les sanctions. La recherche, l'analyse et l'intégration de listes de sanctions est une tâche relativement facile, dans une certaine mesure. Pourtant, comme la réglementation sur les sanctions va au-delà de l'approche classique qu'on connaît du KYC, AML, anti-blanchiment,
Chaque institution doit quand même évaluer si elle veut rentrer, lorsqu'elle veut rentrer en relation avec un client, exécuter des transactions sortantes ou accepter des transactions entrantes. De nombreuses sources de données doivent être pris en compte pour déterminer le statut de sanction d'un instrument financier. Tout d'abord, vous devez avoir accès à une quantité importante de données dites de référence sur les titres. Les sources de données peuvent comprendre les informations sur l'émetteur, la date d'émission, la date d'échéance, les informations de référence croisées telles que les ISIN, CEDOL, CUSIP, donc les nomenclatures d'identification, qui permettraient de correspondre par rapport aux sanctions et des informations qui sont disponibles dans vos systèmes de négociation existants. Pour que ces données soient efficaces, elles doivent être obtenues rapidement et mises à jour en permanence. Évidemment, on ne peut pas uniquement avoir les données à disposition une fois. Il faut que ce soit un exercice qui soit fait de manière périodique. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, les institutions ou entreprises qui pourraient investir dans des produits structurés doivent également bien surveiller ces titres spécifiques. Bien que les produits structurés émis par les banques ne soient généralement pas sanctionnés, néanmoins, ils peuvent contenir un titre sanctionné dans le panier sous-jacent. Si le produit structuré prévoit par exemple une livraison physique à l'échéance, une entreprise ne voudrait pas se retrouver dans une situation où elle recevrait soudainement un instrument sanctionné qui serait délivré par le produit structuré. Ça, c'est le type de problématique. Imaginez, lorsqu'on connaît un peu la complexité des fois de la structuration des produits ou des dérivés, la gestion du problème devient infiniment plus complexe. Les données historiques des opérations sur titre sont également essentielles pour alimenter un programme de surveillance de sanctions. Car les normes de sanctions peuvent changer d'un jour à l'autre et les équipes chargées des sanctions doivent être au courant évidemment des opérations sur titre, y compris les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les modifications de capital, les assimilations de titres et les informations sur le capital émis. Par exemple, si on prend les augmentations de capital, elles doivent être prises en compte car elles apportent de l'argent aux entités sanctionnées, ce qui est strictement interdit par les sanctions sectorielles, par exemple contre la Russie, qui ont été émises par les États-Unis. L'Union européenne, la Suisse, le Canada, l'Australie ont adopté la même position. Donc vous devez analyser les structures des sociétés et déterminer si des personnes sanctionnées en sont les bénéficiaires effectifs. Par exemple, là où les États-Unis appliquent une règle de propriété, l'Union européenne, elle, tient compte des relations de contrôle plus complexes. Elle va bien au-delà. Je voulais faire une aparté sur un nouveau mode, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est les sanctions par décret. Et on pense tout de suite... En décembre 2020, le président américain sortant Donald Trump a signé un décret interdisant aux ressortissants américains d'acheter les titres cotés en bourse de 31 sociétés identifiées par le ministère américain de la Défense comme étant associées à l'armée chinoise. Il y avait des sociétés comme Huawei, China Mobile ou China Telecom. On parle quand même de mastodontes à plusieurs dizaines de milliards de valorisation. Les deux dernières, China Mobile et China Telecom, avaient des ADR cotés à la bourse de New York, qui ont été suspendus, puis retirés des indices boursiers pertinents lorsque l'interdiction du décret a pris effet début janvier. Évidemment, bien que le décret n'appelle pas explicitement à la radiation de ces titres, il était peu pratique de continuer à coter des titres aux États-Unis s'il était interdit aux ressortissants de pouvoir les acheter. Alors, bien que cela soit important en soi, le décret stipule très clairement qu'il sera également interdit aux ressortissants américains d'acheter tout titre dérivé de ces titres cotés en bourse ou de l'une des sociétés désignées ou conçues pour fournir une exposition à ces titres.
Et c'est là où on complexifie un peu plus avec ces sanctions par décret, la problématique des titres financiers soumis à des sanctions. Car en effet, s'il y a un certain nombre de sociétés désignées ont effectivement émis leurs propres titres, parfois dans plusieurs juridictions, le risque de sanction pourrait également résulter de toute émission de dérivés de ces titres. Et je pense tout de suite, par exemple, à des varants ou des callable bulls ou des beer contracts, ce qu'on appelle des CBBC, qui seraient émis, par exemple, par des banques à Hong Kong, ce qui est monnaie courante aujourd'hui, et qu'on peut retrouver dans énormément de portefeuilles d'asset managers. Or, si on applique le décret au sens propre et que vous êtes exposé indirectement, on va dire, à l'OFAC aux États-Unis, parce que vous faites des opérations en dollars, parce que vous avez une entité aux US, vous êtes potentiellement sanctionnable à ce titre pour un défaut de mise en œuvre du programme de sanctions sur des titres financiers. Alors, on va passer, je vais rebondir. Je voulais passer et passer en détail spécifiquement trois exemples de sanctions liées aux valeurs mobilières. Et nous aborderons ensuite les différents défis en matière de conformité, de compliance. Pour rebondir juste sur les sanctions par décret, je voulais revenir évidemment sur les sanctions américaines sur les titres chinois. C'est vrai que c'est cette actualité un peu brûlante qui a fait que un certain nombre d'institutions se sont dit tiens, ce serait quand même bien qu'on ait quelque chose de robuste et solide vis-à-vis des sanctions sur les titres. Alors, donc cet exemple de sanctions sectorielles sur les investissements en valeurs mobilières, dans certains secteurs, gouvernements ou entreprises, et donc on parle de l'Executive Order 13959 de décembre 2020, qui a touché toutes les entreprises qui financent les sociétés militaires de la Chine communiste. Donc, ils ont appelé ça le CMCC. Le raisonnement de ces mesures relatives était simple, hein, c'était d'empêcher les investissements américains de soutenir le secteur de la défense chinoise, tout en élargissant la capacité du gouvernement américain à faire face à la menace des entreprises chinoises de technologie de surveillance qui contribuent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chine à la surveillance des minorités religieuses ou ethniques, ou facilitent autrement la répression et la violation grave des droits de l'homme. C'est stipulé en tant que tel sur le site de l'OFAC. Alors évidemment, ces sanctions interdisent l'achat par des personnes américaines, mais pas que, de certains de ces titres émis par ces CMCC. Qui veut ni plus ni moins dire que Communist Chinese Military Company. Alors, évidemment, les restrictions ne s'appliquaient pas qu'au titre dit cash, hein, elles s'appliquent également aux produits dérivés, y compris les options, les ETF, les fonds indiciels et les fonds communs de placement, ainsi que, évidemment, tout ce qui est trade, lettre de change ou accès bancaire. Donc, il y avait un spectre large de sanctions sur ces instruments financiers. Il y a eu une révision, évidemment, le 3 il y a eu, comme vous imaginez au courant, il y a eu une révision le 3 juin 2021. Le président Biden a émis ce qu'on appelle un nouvel executive order qui annule et remplace celui mis en place par l'administration Trump. Voilà. Et donc, ce nouveau programme de sanctions américain a enlevé un certain nombre de sociétés et en a rajouté d'autres. Ces nouvelles sanctions s'appliquent, une fois de plus, aux titres et aux dérivés cotés en bourse, les CCIM, voilà, et c'est en fonction de leur activité dans le secteur de la défense et du matériel connexe ou de la secteur technologique des surveillances de la République populaire de Chine.
Alors, les entreprises ciblées comprennent 31 entités qui ont été précédemment sanctionnées par l'administration Trump dans le cadre du précédent régime. Plus, il y a eu un ajout de 28 entreprises supplémentaires. Donc, ça l'a porté à 59. La liste de ces 59 entités plus les filiales qui ont été impactées, parce qu'à l'origine, il y avait beaucoup de questions à l'origine du décret. On a eu beaucoup de questions autour de, voilà, doit-on appliquer, doit-on uniquement ne plus traiter sur les 31 entités mentionnées. L'OFAC a clarifié sa position sur ce point-là. Voilà. Donc, à la différence de ce qu'on a pu connaître, on va en parler juste un petit peu après, sur les sanctions américaines contre la Russie, dans ce cas-là, donc, ne sont impactées que les entités figurant sur la liste NSCMIC et également les filiales qui sont publiquement inscrites également. Voilà. Ne s'applique pas la règle des 50% pour le reste des entités. Donc ça donne quand même un document assez large. Ça a eu un impact tant pour les institutions financières que également pour les publicateurs d'indices, on pense au FTSE, au MSCI ou autres. Il y a eu des concertations en début d'année, et puis l'OFAC ayant clarifié début juin la position avec la publication d'une liste officielle. Voilà. Mais il y a eu quand même un tas de mouvements. Évidemment, il fallait mettre tout ça en œuvre sur un délai assez restreint. Hein, début juin, il fallait qu'en août tout soit réglé. Il y avait ce qu'on appelle une latence qui était accordée. Alors, autrement dit, le champ d'application, c'est les entités visées directement et toutes les filiales également visées dans la liste officielle publiée par l'OFAC. Ce jeu de sanctions sur la Chine a vraiment révélé que les institutions financières doivent mettre en place un programme robuste. Alors, ça aurait pu être une des questions qu'on aurait pu vous poser, mais avez-vous déjà été challengé par le régulateur sur cet aspect-là? Je sais que l'OFAC est très regardant. L'Union européenne est en train d'accélérer sur cette partie-là également, de s'assurer qu'on ait une conformité irréprochable sur cet aspect-là. D'un point de vue plus local, l'ACPR le mentionne à tous les acteurs qui interviennent sur les marchés financiers et elle demande quel est le programme mis en œuvre aujourd'hui par les institutions pour couvrir cet aspect-là. Dans un autre cadre, je voulais revenir juste simplement sur les sanctions américaines contre les titres vénézuéliens et russes. Voilà. Donc, un autre exemple de sanctions sectorielles, ça a été les sanctions imposées à l'encontre de la Russie, qui interdisaient évidemment aux ressortissants américains d'effectuer des transactions portant sur de nouvelles dettes dépassant une certaine échéance et sur des nouvelles actions de certaines grandes institutions financières russes, sociétés énergétiques et sociétés du secteur de la défense, qui ont été également désignées dans une liste d'identification de sanctions sectorielles, la SSI. Alors, récemment, conformément à l'executive order du 15 avril 2021, l'OFAC a également émis une directive qui interdit généralement aux institutions financières américaines de participer au marché primaire des obligations libellées en roubles ou en non-roubles émis après le 14 juin 2021 par les organes, soit la Banque centrale de la Fédération de Russie, soit ce qu'on appelle le Fonds de la richesse nationale de la Fédération de Russie ou le ministère des Finances. Cette directive élargit les interdictions existantes qui impactaient déjà un certain nombre d'opérations sur la dette souveraine. Pardon. Je un petit peu.
Vous voyez, on voit à l'écran un exemple de sanctions explicites et implicites. Je vais y revenir tout de suite. Pardonnez-moi. Donc, on voit bien sur ce schéma, donc sur la partie gauche, on parle de Surgou Nefgaz, qui est une compagnie très importante au niveau de l'extraction et la distribution du gaz en Russie. On a l'executive order 13662 qui place cette entité sur la SDN list de l'OFAC. Voilà, donc ça c'est une sanction explicite. Voilà, tous les instruments financiers, que ce soit le cash, equity ou bond, et Varant, ETF et les dérivés, sont inclus dans la sanction. Donc, comme expliqué précédemment, vous n'avez pas le droit au titre de résident américain ou d'entités potentiellement exposées aux sanctions américaines, c'est-à-dire vous avez des activités en dollars, vous avez une filiale aux US ou d'autres, vous ne pouvez pas traiter les titres qui sont décrits un peu plus bas, donc les equity, les varants, les ETF et un exemple de dérivatif. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans ces sanctions sectorielles, évidemment, c'est le pourcentage de détention de Surgou par rapport à ses autres filiales. Et donc on a pris l'exemple de Uther Finance, qui appartient à 100% à Surgou, et elle n'est pas mentionnée en tant que telle dans la SDN list de l'OFAC. Mais par le jeu des règles des 50%, l'ensemble de la dette émise par Uther Finance tombe sous le coup de la sanction également. Donc, nous, on l'a répertorié, du moins, côté, les providers de données peuvent le répertorier comme c'est fait côté WorldCheck. On a créé, nous, un jeu de données spécifique qui sont les Russian Sanction, Sectoral Sanction Relevant Entity, grosso modo, c'est-à-dire toutes les entités qui pourraient être impactées indirectement par un executive order de type sanction sectorielle, comme on l'a vu et comme décrit précédemment. Sur un autre exemple, sur les sanctions vénézuéliennes, on l'a vu, sur les investissements, pareil, qui a impacté le Venezuela, publié par l'administration Trump en août 2017. Il s'agissait de l'executive order 13808, qui interdisait toute transaction liée au gouvernement du Venezuela, y compris incluant Petróleos de Venezuela, évidemment, qui avait commencé à travailler sur la structure capitalistique de façon à ce que l'État vénézuélien n'apparaisse pas comme propriétaire évident de cette structure. Mais elle avait été mentionnée sur la liste. Évidemment, sur cet executive order, toute transaction relative à de la nouvelle dette, des capitaux propres, l'émission d'obligations, paiement de dividendes ou tout autre type de distribution et à l'achat du titre de gouvernement de Venezuela ou de Petróleos était strictement interdite. Et ça vaut pas uniquement pour les résidents américains, ça vaut également si vous avez une fois de plus des activités aux US ou vous effectuez des opérations en dollars. On est sur le principe d'extraterritorialité, un principe que l'on connaît bien dorénavant. Je voulais terminer juste avec une petite comparaison. C'était les sanctions de l'Union européenne contre les valeurs mobilières russes. Voilà, on est allé un tout petit peu plus loin dans les slides, mais c'est pas grave. Alors, l'Union européenne, comme vous le savez, en septembre 2014, via la décision 2014-659 PESC du Conseil de l'Union européenne, a émis un certain nombre de sanctions à l'égard d'institutions financières russes détenues par l'État et également certaines entités russes du secteur de la défense et également du secteur du pétrole et gaz étaient impactés. Évidemment, cela faisait suite à l'invasion de l'Ukraine. Évidemment, c'était un moyen politique de réponse vis-à-vis de la Russie, comme
comme mentionné au tout début de ce webinaire, ça va être des outils qui vont être de plus en plus utilisés par les nations sur ces aspects-là. Alors évidemment, la sanction interdisait d'acheter ou de vendre directement ou indirectement, de négocier ou d'aider à l'émission d'obligations, d'actions ou d'instruments financiers similaires d'une durée supérieure à 90 jours et émis après le 1er août 2014. Par principe, il y avait trois catégories qui étaient mentionnées. Les principaux établissements de crédit ou institutions financières établis en Russie et dont la propriété ou le contrôle public est supérieur à 50%. Toutes les personnes morales ou toute entité ou organisme établi en dehors de l'Union européenne et détenu à plus de 50% par une entité figurant sur la liste précédemment citée, et toutes les personnes morales ou toute entité ou organisme agissant au nom ou sur les instructions d'une entité visée, évidemment, par la liste qu'avait établie l'Union européenne. Donc, cela interdisait toute transaction évidemment de fourniture de services par ces entités. Et donc, il y avait des petites différences, mais l'objectif était le même que la sanction américaine. Et on voit bien donc, sur ce slide-là la difficulté dans ces types de sanctions sectorielles pour les institutions financières. Évidemment, répertorier les sanctions explicites, c'est très simple, et encore faut-il rajouter de l'information, parce que souvent, vous n'avez que l'ISIN qui est mentionné. Voilà, ça ne vous donne pas les problématiques sur les maturités qui sont concernées ou pas, et tout un autre tas de problèmes qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Alors, quelle différence, justement, à l'occasion d'aller un peu plus en profondeur, les différences entre les sanctions sectorielles de l'Union européenne et celles des États-Unis. Voilà. Les régimes de sanctions sectorielles, que ce soit pour l'UE ou les États-Unis, sont conçus pour restreindre la capacité des entreprises ou de pays sanctionnés à émettre n'importe quel type, on va dire, d'actifs financiers, que ce soit des actions, des dettes, moyen ou long terme. Voilà. Et le but étant de limiter, voire de supprimer l'accès au financement par ces entités sanctionnées. Alors, toutefois, il y a quand même des petites différences qui subsistent. Alors, le premier point, c'est les restrictions sur les actions et tout instrument de dette, hein, les obligations. Il y a des variations. Hein. Tout d'abord, les limites de maturité ne sont pas les mêmes. Ensuite, les restrictions des prêts prévus par la réglementation de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux services de paiement et de règlement, y compris dans le cadre de la correspondance bancaire. Voilà, alors je vous mettrai l'article en question. Les services de dépôt ne sont pas couverts par les restrictions d'endettement de l'Union européenne, tant que les dépôts à terme ne sont pas utilisés pour contourner l'interdiction des nouveaux prêts. Voilà. Il y a également les transactions interdites qui sont liées à des instruments plus spécifiques. L'OFAC, contrairement à l'Union européenne, a interprété les restrictions en matière d'endettement prévues par les sanctions sectorielles comme s'appliquant au paiement différé de biens ou de services au-delà de la limite d'échéance applicable, même si aucun intérêt n'est dû. Et ça, c'est une différence majeure. Enfin, on a des exceptions aux opérations qui sont interdites et qui sont liées à des instruments spécifiques. Par exemple, si une entité sanctionnée agit en tant que dépositaire d'actions émises par une entité non sanctionnée, les certificats de dépôt peuvent être négociés. Hein, pas une nouvelle négociation pas une négociation de nouvelles actions de l'entité sanctionnée. Hein. Si l'entité sanctionnée est elle-même l'émetteur des actions, il y a une interdiction de négociation de ces actions, évidemment. En revanche, si un dépositaire européen détient des actions d'une entité non sanctionnée pour le compte d'une entité ciblée, la garde et la conservation et le règlement légitime des actions sous-jacentes représentant les capitaux propres d'une entité non ciblée ne sont généralement pas interdits. On rentre dans des complexités, alors on pourrait y passer longtemps, mais ce n'est pas l'objectif.
Voilà. Mais voilà à peu près pour les grandes différences dans les sanctions sectorielles. Voilà. Alors, on va passer à la partie défis et enjeux, parce que je suis conscient du temps qui déroule. Donc sur ce tableau, alors évidemment, les deux premières lignes, lorsque les titres sont désignés, c'est très clair, ils sont listés et désignés. Si le courtier en lui-même est désigné, ça aussi, ça ne pose pas vraiment de problème. Là où l'aspect se complique, c'est sur les deux dernières lignes, évidemment. C'est lorsque l'on rentre dans les pourcentages de détention. C'est-à-dire que l'entité n'est pas explicitement citée, mais on parle uniquement de détention. Et si la détention est supérieure à 50%, automatiquement, l'entité elle-même est, par automatisme, est sanctionnée. Voilà. Et sur les sections sectorielles qu'on vient de voir en détail, une fois de plus en plus, les gouvernements vont l'utiliser pour faire pression sur d'autres gouvernements ou entreprises ou personnes pour résoudre des problèmes du type antidémocratique. Voilà. Et souvent, là, dans ce cas-là, je mentionne le US Department of Treasury, mais évidemment, il y a une volonté politique derrière cet organe qui va gérer et émettre ses recommandations. Voilà. Quels risques, alors pour les défis en jeu, on va avancer, je vous laisserai pas. Les risques de sanctions qui affectent les secteurs des titres financiers varient évidemment en fonction des clients et du produit ou service que vous allez offrir. On a listé quelques facteurs. Par exemple, on pense les clients et les comptes étrangers. Voilà, ben ça forcément, vous devez avoir une vision plus, on va dire, holistique sur ces aspects-là. Tout ce qui est risque lié aux investissements dans les titres étrangers. Alors, pareil, donc les titres locaux, on peut mettre en place un dispositif plus light. Du moment où vous avez des titres étrangers, c'est vrai que bah, forcément, vous pouvez avoir potentiellement une exposition plus forte. De même pour les courtiers négociants étrangers qui ne seraient pas soumis directement à des sanctions de l'OFAC parce qu'elles ne sont pas aux États-Unis ou parce qu'elles n'ont pas de filiale ou ne traitent pas en dollars, pourraient ne pas appliquer les programmes de sanctions spécifiques. Voilà. Évidemment, il y a les risques plus domestiques ou tiers, les comptes des institutionnels, les comptes omnibus, tout ce qui est introduit par des tiers. Il y a eu beaucoup de sanctions sur ces aspects-là. Et tout ce qui est compte confidentiel, qui aujourd'hui permet l'anonymat, voilà, mais c'est quelque chose qui est voué à disparaître. J'ai cité deux exemples, un gérant de fonds en capital investissement qui a un certain nombre d'investisseurs américains et non américains, et y compris un trust offshore qui par définition va manquer de transparence. Dans ce cas-là, automatiquement, vous devez mettre en place un dispositif de l'ensemble des titres qui pourraient être sous sanction dans vos portefeuilles respectifs. De même, un gérant de hedge fund américain avec des fonds connexes offshore et dont les bénéficiaires effectifs seraient des investisseurs offshore doit mener des diligences accrues pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque de violation de sanctions sur ce type de client. Voilà. Alors, si dans les enjeux, je voulais faire un petit focus sur l'OFAC. Voilà, l'OFAC a émis un certain nombre de recommandations pour les institutions financières. Voilà, et toute société qui pourra intervenir dans les services financiers. Évidemment, l'idée, c'est de mettre en place des programmes de conformité basés sur la notion de risque, de façon à détecter, surveiller et traiter les violations potentielles qui peuvent survenir, que ce soit pour un client ou pour le compte propre de l'institution financière, avant l'exécution de n'importe quelle transaction. Alors, ils décrivent un processus de conformité solide,
ça doit comporter à minima une solution de filtrage des titres, hein, qui identifie les titres liés aux entités sanctionnées, hein, explicites et implicites, c'est mentionné, et qui surveille également les autres risques liés aux sanctions. Hein. Là, évidemment, je fais un focus sur les titres financiers. Évidemment, leurs recommandations vont bien au-delà. Les institutions financières qui opèrent sur les marchés de valeurs mobilières, que ce soit les teneurs de marché, courtiers ou dépositaires, sont confrontées à deux défis majeurs, hein, aujourd'hui. C'est identifier la propriété effective des actifs faisant l'objet d'une transaction ou détenus en portefeuille, faisant l'objet de deux transactions ou détenus en portefeuille, et également identifier les actifs de titres spécifiques soumis à des interdictions ou des restrictions de sanctions émises par l'OFAC. Alors, afin de surmonter ces deux défis, des contrôles de base doivent être mis en œuvre. L'OFAC en a répertorié principalement 4. Évidemment, le premier, qui est une notion quand même bien connue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CDD, le Customer Due Diligence, hein, c'est la diligence raisonnable à l'égard de vos clients. Il faut des procédures de diligence raisonnables pour s'assurer que tous vos clients ou vos opérations en interne ne rentrent en relation avec une entité ou une personne soumise à des sanctions émises par l'OFAC. Alors évidemment, il faut des diligences renforcées lorsque les notions de risque sont élevées. Voilà. Et évidemment, s'assurer que l'ensemble des portefeuilles soit filtré à minima sur les titres, au moins sur les titres financiers, par rapport à des listes de titres sanctionnés. Un des deuxièmes aspects importants, c'est de s'assurer, c'est la partie déclarative, c'est de s'assurer que vos clients respectent bien les obligations qu'a l'institution financière vis-à-vis de l'OFAC. Et c'est très simple, il suffit de s'assurer à minima quand même que le client certifie qu'il comprend bien l'ensemble du cadre des sanctions et qu'il ne cherchera en aucun cas à acquérir des titres qui seraient potentiellement sanctionnés par l'OFAC. Un des autres aspects, évidemment, c'est d'avoir une notion d'objectif. Ils appellent ça, alors bon, la traduction littérale, elle était un peu, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, un objectif du compte, c'est d'avoir une documentation claire et compréhensive de l'objectif d'un compte client. Et ici, tu as un exemple, c'est identifier si les actifs des tiers seront détenus sur le compte du client et dans ce cas, comprendre les risques de sanctions de ces différents actifs qui sont détenus par le client. Et évidemment, le dernier aspect, c'est de s'assurer qu'il y ait la possibilité de mettre un certain nombre de restrictions sur les comptes. Hein, donc ça, c'est les 4 piliers mentionnés. Les restrictions, c'est de s'assurer que pour tout client qui présenterait un risque élevé, qu'il y ait les interdictions en vigueur sur tout produit ou service, et particulièrement en matière de propriété effective, ce qui est un peu compliqué. Et ils prennent l'exemple, par exemple, de la restriction de l'utilisation de comptes omnibus pour les clients qui présenteraient un risque plus élevé. Les comptes omnibus permettent de gérer des transactions de plus d'une personne et d'assurer l'anonymat des personnes inscrites sur le compte. Et en raison de l'anonymat, les personnes sanctionnées par l'OFAC pourraient essayer de les utiliser pour contourner ces sanctions. Voilà. Elle termine avec des orientations, l'OFAC termine avec des orientations supplémentaires. Elle encourage le secteur des institutions financières qui traitent des titres à élaborer des programmes de conformité proactifs et fondés sur les risques pour s'assurer d'une totale conformité.
Elle a publié un certain nombre de documents, en particulier un sur le secteur des valeurs mobilières, et également le Regulation for Financial Community, que je vous invite à aller consulter. C'est riche d'enseignements. Alors, et pour terminer, évidemment, l'OFAC dispose d'une section sur le secteur financier pour les groupes industriels, avec des informations actualisées, une section FAQ, ce qu'on appelle, qui est de plus en plus documentée et pour lequel vous pouvez poser librement vos questions. C'est riche d'enseignements, on y apprend beaucoup de choses, particulièrement là sur le dernier executive order remise à jour par Biden. Il y a tout un tas de questions-réponses sur les sanctions chinoises. Et comme je vous dis, ça permet de bien appréhender tout le spectre de ces sanctions. Je terminerai cette partie-là par le fait de mettre en œuvre des dispositifs qui soient fondés sur le risque. C'est-à-dire que lorsqu'on prend ces décisions, qui est une notion de risque très claire. Voilà. Alors, tout d'abord, suite à tout ce que je viens d'énoncer, il n'est pas question aujourd'hui pour les institutions financières d'acheter certains de ces titres. Parce que lorsqu'on lit clairement, avec beaucoup d'attention, les décrets, c'est marqué, stipule une personne américaine, comme toute entité constituée aux États-Unis, ce qui évidemment inclut les succursales étrangères, mais par exemple pas leurs filiales étrangères, et certainement pas les institutions qui sont constituées en dehors des US. Alors néanmoins, au nom de l'approche fondée sur les risques, il est important que les institutions financières identifient en amont les titres qui entrent dans le champ d'application des sanctions et déterminent éventuellement l'exposition et prennent ensuite, une fois ça, prennent les mesures si nécessaire, tant au niveau de l'institution elle-même que des clients qu'elle peut gérer, évidemment, de façon à s'assurer qu'on soit en conformité. Plus libre à vous, en fonction, j'allais dire, de votre cartographie des risques sur cet aspect-là, de prendre les décisions. Voilà. Beaucoup d'établissements vont pratiquer un des risques maximum, d'autres vont faire le choix des listes qu'elles souhaitent. Alors, de façon générale, les titres sanctionnés sont explicitement nommés par les organes de sanction, mais comme ce n'est pas toujours le cas, il incombe aux institutions financières de faire également la part des choses. Bon, la part des choses. Vous êtes responsable en tant qu'institution financière de tout lien entre les entités sanctionnées et les titres potentiellement liés à ces institutions. Ce qui, in fine, implique un défi quand même très important en matière de données. Voilà. Je terminerai cette partie par les enjeux. Tout d'abord, il est extrêmement difficile d'identifier les entités sanctionnées dites implicites et de découvrir leurs filiales nationales ou étrangères. Hein, c'est facile de lister ce qui est explicite, hein, ça c'est pas, alors après il y a l'agrégation à faire des différents régulateurs. Mais la vraie difficulté, c'est les sanctions implicites et c'est toutes les autres participations. Il est également difficile de déterminer les instruments financiers émis et liés aux sanctions. On l'a bien vu, vous avez le cash souvent qui est mentionné, on parle des actions, des obligations, mais quid de tous les produits dérivés, les produits structurés. Voilà, vous ne devez pas traiter des produits qui potentiellement pourraient avoir des entités sanctionnées, des types d'entités sanctionnées. Déterminer le type de sanction, explicite, implicite, sectorielle. Voilà, ça c'est vrai que c'est un travail ardu. Vérifier les participations majoritaires avec la règle des 50%, mais évidemment aussi la propriété effective, ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, avec les 25%. Les notions de date d'émission, il y a des titres qui peuvent être avant la date officielle de l'émission de la sanction
Vous pouvez garder les titres et même les échanger sur les marchés. En revanche, à la date, toute nouvelle émission vous est strictement interdite. Donc, ça rajoute de la complexité dans la gestion des sanctions sur les instruments financiers. Un des défis majeurs, évidemment, c'est la mise à jour, le changement d'un statut. Voilà, donc aujourd'hui, à l'instant T, sur les sanctions chinoises, il n'y a aucun souci. Demain, si vous avez une évolution, vous n'allez pas forcément monitorer ça, parce que ça fait énormément d'informations à monitorer, ou des changements capitalistiques ou des augmentations. Tout ça va complexifier le statut d'un titre, voilà, qui peut très vite basculer de non sanctionné à sanctionné. Le principe d'extraterritorialité qu'on a abordé jusqu'à présent et qui reste d'actualité. On a vu l'OFAC a un scope très large et elle n'hésite pas à venir voir des institutions européennes lorsqu'elles ont soit des activités aux US, soit lorsqu'elles traitent en dollars. Et on va dire que ça concerne 95% des institutions financières. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je vais laisser la main à Linda. Merci pour votre écoute, Linda. Merci David pour ton intervention. Donc évidemment, tous les enjeux que vient de décrire David, toute cette complexité va demander de mettre en place des solutions pour répondre à toutes ces évolutions que nous connaissons. Ce qui m'amène à vous parler de Refinitiv. Refinitiv qui est, via la base de données WorldCheck, vous le savez sûrement, un acteur mondial de référence sur les sanctions internationales, et ce depuis plus de 20 ans. La plateforme WorldCheck est connue et reconnue par nos clients, par les régulateurs, pour la possibilité qu'elle offre d'identifier des personnes ou entités à risque, des personnes ou entités sanctionnées. Nous sommes d'ailleurs certifiés et audités annuellement pour cela. Refinitiv est également, vous le savez peut-être aussi, une référence concernant la mise à disposition de données financières pour nos clients, et d'autant plus depuis que nous avons été intégrés au groupe London Stock Exchange, donc depuis le début de cette année. Donc finalement, de par ces deux expertises, la partie sanctions via WorldCheck et la partie financière via notre appartenance historique à Thomson Reuters, et au vu de toutes ces évolutions, de toutes ces complexités que je ne vais pas répéter suite à l'exposé de David, il nous a paru évident, essentiel de devoir mettre à disposition une nouvelle solution pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients, une solution qui va être capable de couvrir l'ensemble des instruments financiers qui pourraient être impactés par les régimes de sanctions internationales explicites et implicites, évidemment. De ce fait, évidemment, il a fallu encore renforcer nos processus de recherche. Il y a une recherche très spécifique sur les titres sanctionnés. C'est une recherche qui nécessite une connaissance approfondie des juridictions dans lesquelles toutes ces sanctions sont opérées, afin de surmonter, entre autres, les barrières linguistiques ou, encore plus important, les défis liés à la dissimulation de la propriété. Et donc finalement, le premier enjeu pour nos analystes, qui sont répartis un peu partout sur la planète, ça a été d'établir les relations entre l'instrument et l'émetteur. Les relations entre les données de sanction des entités juridiques et les données de référence des instruments financiers, afin d'obtenir une liste, d'une part, la plus complète possible, évidemment, même si ce n'est pas une science exacte, mais surtout la liste la plus à jour possible, puisque, comme le décrivait David, toutes ces données de sanctions sont en constante évolution. Et donc nos équipes, au-delà de surveiller les listes de sanctions internationales, qui sont finalement assez facilement accessibles, elles ont dû rechercher, enrichir cette donnée en combinant tout type d'informations, des informations provenant de sources médiatiques locales, des informations provenant de registres fiscaux, de rapports financiers, de registres d'entreprises, tout ça
pour finalement réussir à illustrer tous ces liens et mettre en avant, à découvrir les risques de sanctions implicites, et notamment sur les entités structurées complexes et sur leurs instruments financiers. Donc tout ça demande évidemment un travail de recherche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le but étant, in fine, d'offrir une couverture complète des régimes de sanctions explicites, implicites, sanctions sectorielles, le tout avec une mise à jour quotidienne. Donc finalement, FIRI, en termes de rendu de contenu, au-delà de ce travail de recherche, qu'est-ce que c'est? FIRI, ça va être un document, une liste d'instruments sanctionnés qui va être proposée sous forme de fichiers séparés à télécharger, comme c'est déjà le cas pour certaines de nos solutions WorldCheck, un fichier CSV ou XML qui sera téléchargé via un protocole FTP sécurisé. Donc FIRI, c'est un document très structuré. On pourra mettre à votre disposition un échantillon avec grand plaisir. Et il est si bien structuré qu'il va être très facilement intégrable à vos outils de filtrage existants ou à vos outils d'order management ou de MTF, des outils de type SimCorp, Aladdin, Charles River, pour ne citer que. Ce qu'on va retrouver dans FIRI, c'est quoi? Alors, c'est une liste d'instruments financiers, oui, mais c'est une liste d'instruments financiers qui ont été émis par 535 entités environ, pour au final donner plus de 120 000 instruments listés par FIRI. Et vous voyez donc assez aisément les ramifications, les liens capitalistiques qui ont dû être découverts par nos analystes pour arriver à ce type de résultats. En termes de couverture d'instruments financiers, on a aussi voulu être les plus exhaustifs possibles. Sont donc couverts par la solution FIRI les actions, les obligations, les dérivés, évidemment. Hein, David en a beaucoup parlé, les options, les futurs, les forwards. Vous y trouverez aussi des fonds, des ETF. Donc, on a une couverture très, très large d'instruments financiers. Au-delà de cette couverture, FIRI ne va pas mettre simplement à disposition un identifiant de type ISIN, RIC, CUSIP ou CEDOL. Le travail de nos analystes, il va permettre d'obtenir des données de référence multiples, hein, et ça aussi, David en a parlé, l'importance des données de référence. Donc vous y trouverez des devises, des durées, des dates d'émission, des dates d'échéance, ce type d'informations-là, mais surtout des données concernant la sanction en elle-même. Quel décret a fait que cet instrument financier est sous sanction, quel executive order, quelles sanctions, et j'en passe. Et donc, c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir observer le travail qui est réalisé par nos équipes dédiées. Le but étant, évidemment, d'accompagner au mieux nos clients pour que toute cette complexité disparaisse finalement grâce aux documents que nous vous remettons afin de faciliter in fine vos prises de décision en termes d'investissement, de services et toute autre chose dans vos activités quotidiennes. Donc voilà pour FIRI. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées. Donc merci déjà pour votre temps. Alors je vois une question. Est-ce que la présentation nous sera envoyée? Oui, nous allons vous soumettre la présentation ainsi qu'un échantillon FIRI, comme je vous le disais il y a quelques instants. Un petit rappel aussi, s'il est possible, c'est très important pour nous pour essayer sans cesse d'améliorer nos interventions. Si vous pouvez remplir le questionnaire qui sera soumis à la fin de ce webinaire, ce serait vraiment super. Et je ne sais pas si tu veux dire un mot pour conclure, David. Merci Linda. Je pense que c'est assez clair. J'ai personnellement pas de. Voilà, c'est un thème d'actualité brûlant, comme je l'ai dit, et surtout une obligation réglementaire supplémentaire qui, à mon avis, ne va faire que croître dans les mois et années à venir. Donc voilà. Donc non, c'est clair. Avoir à disposition
une base de données claire et compréhensive et avec un scope global permettrait aux institutions de se libérer du temps et surtout de se libérer de problèmes assez complexes dans la gestion de cette problématique. Il nous reste à vous remercier pour votre temps et à vous souhaiter une excellente journée. Les documents vous seront transmis très rapidement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.